Rebonjour à toutes et tous, on va démarrer la deuxième table ronde de cet événement où on s'interroge sur les voies de passage concrètes à la 6ème République. Après une première table ronde avec des constitutionnalistes, nous recevons des parlementaires mais qui sont tous députés d'ailleurs de différents partis de gauche qui sont engagés, en tout cas officiellement, d'après le programme commun qu'ils ont signé pour une 6ème République. Donc je vais les citer. Donc à mes côtés, Raquel Garrido, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. À côté de vous, Jérémy Yordanov, député Europe Écologie Les Verts de l'Isère. Sophie Taillé-Polian, députée Génération du Val-de-Marne. Et enfin, tout au bout, Boris Vallaud, député Parti Socialiste, pour le Parti Socialiste, député des Landes. Alors, la première question qu'on avait, qui est commune, et chacun s'en saisira comme il veut, c'est de partir du constat qui a été fait par Paul Aliès en introduction de cet événement, qui est que peut-être que c'est la première fois qu'on a autant de partis, et notamment quasiment tous les partis de gauche, en tout cas ceux qui sont au Parlement, qui sont d'accord sur le papier, explicitement, pour dire « Ok, il faut passer à une 6ème République, c'est un objectif ». Et en même temps, alors qu'il y a eu des modes d'emploi parfois très détaillés qui ont été formulés, il y avait le travail de la Fondation Hulot qui a été cité, il y a le travail de la CCICR, il y a eu le travail des Insoumis, mais si on regarde le programme législatif signé par les forces donc de la NUPES dont vous faites partie. Là, ça devient beaucoup plus flou. Et récemment, il y a eu dans Libération une tribune collective de plusieurs membres de vos partis. Il y en a certains d'entre vous qui êtes signataires, qui dit, voilà, il y a un petit jeu de mots en disant, voilà, il y a 49.3 raisons de passer à la 6ème République. Mais justement, sur ces fameuses voies de passage, il n'y a quasiment rien dans la tribune. Alors, est-ce que c'est un signe que ça se cherche encore? Est-ce que c'est un signe peut-être un peu plus inquiétant que finalement vous n'avez peut-être pas tout à fait la même conception de la 6ème République? Comment vous interprétez ce paradoxe possible? Je pense que ça avance. Les choses, elles avancent, j'ai envie de dire lentement mais sûrement. Mais qu'il y a effectivement un préalable qui est finalement de construire cette forme de consensus sur la nécessité du changement qui est en chemin, qui est en cours. Bon, je crois que nous, on est tous d'accord pour se dire que finalement, la 6ème République, elle est non seulement souhaitable, mais on a envie de dire, on a envie de penser qu'elle est inéluctable. Parce que finalement, l'autre voie, par rapport à cette inadéquation aujourd'hui de la 5ème République telle qu'elle est en plus mise en œuvre, parce que non seulement cette 5ème République pose des problèmes de fond, mais en plus la façon dont elle est mise en œuvre en pose encore davantage. Finalement, l'alternative, c'est d'avoir une forme d'autoritarisme de plus en plus fort qui, et comme ça a été très, très bien dit par Madame Fontaine, finalement s'affranchit aussi d'un certain nombre de règles, d'usages, et on le voit sans arrêt à l'Assemblée nationale. Il y a des règles, il y a des usages qui garantissaient une forme de capacité au-delà des divergences politiques à travailler ensemble, qui finalement sautent les unes après les autres. Donc il n'y a plus de règles du jeu. Et comment construire le consensus pour dire que pour reconstruire des règles du jeu, pour retrouver des règles du jeu communes où les divergences politiques peuvent s'exprimer de manière construite, forte, mais correcte, eh bien il faut changer le cadre constitutionnel. Moi je pense qu'il faut qu'on travaille à rendre ce changement inéluctable dans la tête des gens. On a beaucoup avancé. Moi, j'ai le sentiment qu'effectivement, oui, je suis aussi née au XXe siècle. Ça fait longtemps que ces questions, on en discute et pas à la fin. Ouais. Mais petit à petit, ça monte. Mais c'est pas encore inéluctable. Il faut qu'on le rende inéluctable. Parce que sinon, en face, on a un projet autoritaire. Et on parle beaucoup souvent de cette fameuse course de vitesse par rapport à l'extrême droite, mais elle est réelle. Et aujourd'hui, on voit quand même la propension d'un certain nombre de gens, de plus en plus nombreux, à se dire que finalement,
une bonne solution bien autoritaire, ce serait plus efficace. Et on a souvent ça, c'est-à-dire que le gouvernement, quand il arrive avec son 49.3, quand il nous dit, quand il manque de respect sans arrêt vis-à-vis du Parlement, il dit en fait c'est une question d'efficacité. On est tout le temps dans cette démarche en train de se dire, en train de se faire entendre que le débat c'est pas efficace. C'est vrai, ça, le débat c'est pas efficace. Et nous, on a besoin de dire que si, en fait, c'est l'autoritarisme qui crée le chaos aujourd'hui dans notre société. C'est l'autoritarisme qui crée aussi une forme d'incompréhension, qui crée une forme de chaos. Donc il faut qu'on fasse monter ce sentiment d'inéluctabilité. Et pour ça, il ne faut pas que travailler la question constitutionnelle, mais j'y reviendrai certainement, mais c'est un des sujets sur lesquels je travaille beaucoup, et je sais qu'ici, je vais parler à des convaincus. Il y a notamment la question des autres enjeux démocratiques, et notamment des médias. Parce qu'on ne va pas construire l'inéluctabilité d'une 6e République, je dirais, où les citoyens ont leur place avec le système médiatique qu'on a aujourd'hui. Voilà, on peut dire que vous avez fait des propositions pour l'indépendance des rédactions. À les avoir faites. Boris Vallaud, je vous passe la parole, notamment parce que voilà, le Parti socialiste n'a pas toujours été à l'avant-garde de ce combat pour la 6e République. Alors moi, j'ai été longtemps biberonné par Arnaud Montebourg. Et je suis très content de retrouver Paul. Donc j'étais pas vraiment à convaincre. Et en revanche, ce qui est nouveau, c'est que j'ai éprouvé ce qu'était la machine à trahir. Voilà. Je l'ai éprouvé dans la dernière législature, dans une chambre d'enregistrement où les parlementaires étaient méprisés. Je l'éprouve aujourd'hui, sans majorité absolue. Et nous sommes des parlementaires aujourd'hui brutalisés. Je voudrais faire le lien, parce que la question qui nous était posée, ou que vous posiez dans la dernière table ronde, c'était comment on y va. Et j'ai envie de poser une question qui est une question qui nous taraude depuis un an. C'est au fond, est-ce que on fait de cette dernière législature la sédation profonde et continue administrée à la Ve République, et tout paraît y concourir dans la brutalisation de l'institution. 11-49-3, il nous en reste peut-être 17 là, d'ici la fin, 12 et peut-être 17 encore d'ici la fin de l'année, 70 jusqu'à la fin de la législature. On nous a escamoté notre droit d'amendement. Je ne commente pas, au fond, la jurisprudence du Conseil constitutionnel, mais un certain nombre des pistes qui ont été suggérées sur l'article 11, j'ai tendance à ne pas y croire, tant que c'est cette composition-là, avec honnêtement des jurisprudences, des décisions qui sont assez surprenantes, et qui, en tout cas, amoindrissent le champ d'action du Parlement, parce que le fait d'accepter pour réformer les retraites un véhicule qui est un véhicule de démocratie expéditive est un problème pour nous. Alors, soit c'est une législature d'enterrement de la 5e, soit on se dit, finalement, puisqu'il faut donner un mouvement avant de réformer la Constitution et que nous ne sommes pas tout à fait majoritaires à gauche, parmi les partisans de la 6e République, est-ce qu'il ne couvre pas quand même, sur le cadavre fumant de cette 5e République, déjà les prémices de la 6e? Si je dis ça, c'est que, il y a, issu des urnes, une forme de parlementarisme de fait. Il y a un fait nouveau, c'est qu'il n'y a pas de majorité absolue. Il n'y a jamais eu autant de pluralisme dans l'hémicycle. Quand on regarde à l'exact en face de nous dans l'hémicycle, on s'en désole un peu en voyant 90 députés du Rassemblement national. Mais la réalité est celle-là. Et la question que nous nous posons, en tout cas nous au groupe socialiste, nous nous sommes la poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on joue le jeu de ce parlementarisme de fait en se disant on va essayer de remporter quelques victoires, ou finalement on prend acte du fait que nous avons le cerveau de la 5e dans le corps de la 4e et que quand on lève le bras gauche, en fait, c'est le pied droit qui avance. Nous avons travaillé avec un certain nombre de juristes spécialistes du droit parlementaire pour se poser la question, un cadre constitutionnel et organique constant, mais un règlement de l'Assemblée nationale constant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on a fait 7 pages de propositions à Yaël Braun-Pivet. J'attends toujours l'accusé-réception du courrier que je lui ai adressé. Présidente de l'Assemblée nationale. Oui, au cas où vous ne seriez pas au courant, ce qui est possible. Elle n'en a rien fait. Mais ce que moi j'ai éprouvé, c'est que nous sommes, nous parlementaires, comme des poules devant un clou face à cette situation politique et institutionnelle. Parce que nous découvrons, en tout cas je découvre, que nous sommes à bien des égards des parlementaires sans culture parlementariste. Dans la configuration actuelle, nous ne savons pas, au fond, très bien quelle opposition être. Comment jouer le rôle du parlementarisme que j'évoquais pour ramener des victoires à la maison, sans se départir du fait que nous sommes dans l'opposition, dans une opposition irréductible sur un certain nombre de principes, de projets qui sont ceux d'un gouvernement de droite.
nous ne savons pas ce qu'est la construction du compromis. Nous sommes non seulement une chambre d'enregistrement, mais une chambre d'enregistrement pathologique, c'est-à-dire qu'on légifère trop. Première chose que nous devrions faire, c'est d'arrêter de légiférer, de mieux réarticuler la fonction d'évaluation, de contrôle et la fonction législative. Et si nous prenons acte de la centralité du Parlement et qu'on la pousse jusqu'au bout, c'est pas avec le gouvernement qu'il faut faire des compromis. C'est avec l'Assemblée telle qu'elle est constituée, et j'exclus, pour ce qui me concerne, mais je crois que c'est assez partagé, l'extrême droite, avec lequel on ne fraye en aucune occasion. Dans le bureau de la Première ministre, je lui ai redit, je lui ai dit, vous n'avez plus le pouvoir, vous n'avez pas de majorité. Donc d'une certaine manière, je le formule comme ça de façon abrupte, c'est plus facile de le formuler que de le mettre en œuvre. Je lui dis, on légifère, vous exécutez. Et quant au président, c'est René Coty, qu'il aille faire des inaugurations et qu'il nous laisse construire ces compromis. D'ailleurs, les grandes conférences sociales, il en est annoncé une bientôt, l'habitude est qu'elles soient tripartites, patronat, syndicats de salariés, gouvernement. Mais moi je dis, il faudrait que ça reste sans doute tripartite, mais que les parlementaires prennent la place de l'exécutif. Si je dis ça, c'est que on est dans un moment qui est très compliqué. On peut montrer qu'on croit au parlementarisme. On peut essayer de le faire vivre. C'est très difficile, le cadre est très contraint, mais vous l'avez dit, il y a quand même quelques latitudes. Sur la démocratie collaborative, on a tenté, et parfois on a réussi, des référendums d'initiative partagée sur ADP. On a posé une question d'actualité rédigée dans le cadre d'un comité local citoyen, sur l'idée de Dominique Rousseau. Ils ont écrit la question d'actualité. On a, sur des plateformes de Civic Tech, soumis à la consultation le minimum jeunesse, par exemple. Mais on est évidemment entravé. Mais si nous ne posons pas cette question-là, du changement de pratique, j'ai peur qu'en réalité, personne n'ait envie d'un régime parlementaire. Et qu'ils aient plus envie, au nom de l'efficacité, parce que la question qui est posée, en réalité, par Bastien François en disant démocratie, anthropocène, c'est quel est le meilleur régime entre la démocratie, les GAFAM et la Chine pour régler les grands défis de notre temps. Et c'est quand même à cette question-là qu'il faut qu'on arrive à répondre. Et si nous ne jouons pas ce jeu du parlementarisme, eh bien nous laissons simplement la place à la brutalisation du Parlement. Et si nous devions, du point de vue de Sirius, regarder ce qui s'est passé sur les retraites en disant ce gouvernement a choisi les procédures les plus expéditives du débat parlementaire. Il a escamoté le droit d'amendement des députés comme des sénateurs. Il n'a pas écouté les partenaires sociaux, en tout cas les organisations syndicales, qui à unisson rejetaient cette réforme. Il s'est foutu de 13 ou 14 semaines de manifestations monstrueuses, millionnaires, dans les rues. On se dirait on est en Hongrie. Mais non, on est en France, et à certains égards, cette pratique-là, elle pave le chemin mauvais de ceux qui, aujourd'hui, ont l'organisation politique et la force sociale pour prendre le pouvoir. Donc ce que je veux dire, c'est est-ce que nous sommes capables, d'une certaine manière, c'est compliqué, mais d'essayer de faire la 6e République avant la 6e République. Raquel Garrido, je vous passe la parole en reposant ma question initiale d'une façon différente. Comment est-ce qu'on explique l'écart entre le chemin détaillé, alors peut-être discutable, mais en tout cas détaillé, auquel vous avez directement travaillé dans le cadre de la France Insoumise sur le passage à une 6e République, et le flou qu'il y a à l'échelle NUPES, à l'échelle Union de la gauche, et comment vous réagissez à l'interpellation donc de Boris Vallaud sur la façon de faire du parlementarisme, parce qu'on sait que c'est des débats qui vous traversent, pas forcément entre partis d'ailleurs, mais dans les groupes sur quel genre d'opposition on fait en pratique. Bonsoir. D'abord, merci beaucoup de cette initiative. Merci à la CCICR, amis de longue date. J'ai le souvenir de débats, peut-être en tant que représentante de PRS ou je ne sais quoi. On a déjà eu des débats ensemble sur tout ceci. Merci à Mediapart d'être, à mon avis, dans sa fonction moderne en fait, cette 6e République n'adviendra que si chacun y prend sa place à sa place. Et alimente la conversation. Ça doit être une grande conversation. Et de ce point de vue, moi, je faisais partie des personnes qui s'inquiétaient, qui avaient une sorte d'angoisse il y a quelque temps sur précisément les modalités précises de passage, etc. Et d'ailleurs, quand on a lancé, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais il existe un groupe de travail
parlementaire aujourd'hui sur la 6e République, qui a été lancée par les 4 groupes de la NUPES, qui est copilotée par Jérémy Yordanov, Elsa Fossillon, Marietta Karamanli pour le Parti Socialiste et moi-même. Nous faisons des auditions. Alors, à part Véronique Champaille-Desplats, tout le monde ici a été auditionné dans notre groupe de travail. Ces auditions sont longues, elles sont disponibles sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, et elles vont continuer. Et c'est vrai qu'on leur a tous un peu posé la même question. Comment faire? Quelle est la voie légale pour y arriver, etc. C'était un peu ça qui était un peu notre angoisse existentielle au départ. Moi, en tant qu'insoumise, et effectivement en tant que co-autrice d'un chemin assez précis, basé sur l'article 11 et basé sur l'élection de Jean-Luc Mélenchon, en fait, j'étais assez... j'étais désireuse d'avoir un autre chemin plus rapide. Parce que de mon point de vue... Votre chemin, il durait 2 ans, hein, en gros. Bah oui, non, mais surtout, ce que je voulais pas, je ne voulais pas attendre 2027. Il fallait l'élection de Jean-Luc Mélenchon. Moi, en 2012, quand on a perdu, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, on attend 2017. Et puis, quand en 2017, on a perdu, j'ai dit, bon, bah, c'est pas grave, on attend 2022. Bon, là, j'ai pas envie d'attendre 2027, en fait. Et ce qui me rassure, et parmi les choses sur lesquelles j'ai beaucoup avancé grâce à ces auditions-là, justement, mais aussi grâce aux faits politiques et la situation et le contexte politique dans lequel nous sommes, c'est que fondamentalement, j'ai acquis la conviction que de toute façon, ce n'est pas un colloque d'universitaires qui va résoudre ce problème-là, et qu'en fait, c'est une grande aspiration populaire de masse et qui s'organise, qui va ensuite résoudre la logistique juridique. Et du coup... le fait que, effectivement, l'Élysée soit minoritaire à l'Assemblée nationale n'est pour moi pas un problème, c'est plutôt une opportunité. Et c'est la possibilité, justement, de déséquilibrer cet accaparement qui a été parfaitement énoncé par les invités antérieurs, du pouvoir gouvernant par cette figure insupportable, vraiment, vraiment au regard de tout démocrate sincère, qu'est le président de la République. Et ce qui est génial, c'est que avec cette nouvelle répartition des pouvoirs entre législatif et exécutif, bah ça a provoqué ce fameux 16 mars où nous étions tous les parlementaires dans l'hémicycle en train d'attendre pour voter. Qui votait contre? Alors nous, c'était transparent, tout le monde savait qu'on allait voter contre. Le suspense, c'était en face. Il y avait du suspense à droite. Et notamment avec Pradier et son groupe de députés LR qui, tout en ayant fait la campagne présidentielle pour la retraite à 65 ans, avaient quand même compris quelque part que dans leur territoire, 90% des salariés étaient contre la retraite à 64 ans, qu'il leur fallait être quand même dans cette fonction de représentation de leurs électeurs et s'apprêter à voter contre. Et à ce moment-là, quand l'Élysée a décidé 10 minutes avant la séance de convoquer le 49-3, mais même les macronistes étaient en état de choc. Ils étaient sidérés. Il y avait très peu de députés de la majorité présidentielle, de la minorité présidentielle, qui en fait imaginaient qu'on n'allait pas voter, puisque je rappelle que ça faisait 3 semaines qu'ils expliquaient sur tous les plateaux que si on n'avait pas voté, c'était à cause du blocage et des insoumis, blablabla. Bon. Donc, ils étaient sidérés. Le pays entier était tout à fait sidéré. Et ça a provoqué des manifestations place de la Concorde. Et on en a vu dans notre pays des manifs place de la Concorde, mais c'était dans les années 30 contre le Parlement. Et là, cette fois, c'était sur place de la Concorde avec le Parlement contre l'Élysée, contre Matignon. Et il y a un avant et après. Aujourd'hui, moi, je suis élue de Seine-Saint-Denis, je suis à Bobigny, au marché de la Ferme, marché très très populaire. Les gens me parlent du 49-3. C'est dans toutes les locutions familières. Si vous allez au cinéma avec un groupe d'amis et puis il y en a un qui choisit le film pour tout le monde, on va lui dire mais tu nous as fait un 49-3. Tous les humoristes en parlent, les chansons, etc. Bon, le peuple est très avancé aujourd'hui. Tout le monde a eu un grand cours de droit constit et tout le monde a compris qu'il y avait un problème principal. Il y en a plein des problèmes. Il y en a un principal. Le premier, c'est l'hyperconcentration du pouvoir entre les mains d'une figure qui, aujourd'hui, s'appelle Macron, mais qui s'appelle le président de la République. Le problème, c'est le président de la République et ses pouvoirs. Et c'est ça qui nous oblige aujourd'hui et qui nous permet d'avoir de l'espoir. Et c'est pour ça que, bon, je ne vais pas aller trop loin, mais il me semble que dans la façon de faire,
de faire mieux, pour prendre une formule à la mode. Il faut que nous-mêmes, on se désintoxique. Parce que, et là je parle pour les Insoumis, mais pas seulement, nous, on est un mouvement qui s'est construit sur la vocation présidentielle. C'est-à-dire, notre vocation, c'est gagner la présidentielle. On est organisé pour la présidentielle. Mais il y a quand même là un grand paradoxe, puisque c'est la présidentielle qui est toxique. Bon. Donc, il faut c'est un chemin de crête de construire une force majoritaire et victorieuse à la présidentielle tout en dénonçant la chose elle-même. Et du coup, c'est là, je pense, où il y a de l'espace pour s'améliorer. Voilà. Je prends un exemple, je termine juste là-dessus. Hier, on a eu le 12e 49.3. Là, ça y est, les Français savent c'est quoi le 49.3. Ils ont compris à quoi ça servait. Ça sert à annuler des votes majoritaires aussi à l'Assemblée nationale. L'année dernière, on a voté 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique. C'est très, très concret. C'est très concret. Vous avez trop chaud, trop froid chez vous. Si le gouvernement avait respecté ce vote sur les 12 milliards d'euros de la rénovation thermique, qui sont possibles, et là-dessus, j'ai une nuance avec Boris, je ne pense pas qu'il faille dénigrer la capacité parlementaire à produire de la norme. Ils sont minoritaires, donc quand on est majoritaire, ça marche. 3 milliards pour le rail, 12 milliards pour la rénovation thermique, un amendement pour taxer les IPL, les superdividendes, l'amendement Mattei, etc. Ça, il faut le mettre en avant face à un discours anti-parlementaire qui vient directement de l'Élysée. Et donc, hier soir, 49.3, et alors, on était tous ulcérés, blablabla. Ils arrivent, tous les présidents, là, nos 4 porte-paroles que j'adore et que je salue. Mais alors, ils arrivent devant la presse, qui au demeurant n'était pas très... Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de presse quand même non plus sur ce 49.3 d'hier, je pense, mais en tout cas, il y avait quelques médias. Et il y a deux façons de prendre la chose après un 49.3. Soit vous dites, parce que vous réfléchissez dans le cadre de la Ve République, et que vous réfléchissez à court terme, vous dites, bon ben, on va faire une motion de censure parce que c'est la conséquence directe institutionnelle d'un 49.3, et donc on va faire chuter le gouvernement. Soit vous dites, bah, c'est la marque de l'hyper-pouvoir du président, il faut une 6e République. Et moi, je suis 100% d'accord avec ce que dit Paul Allier sur le tam-tam. Les occasions de tam-tam, il ne faut pas les rater. Bon, donc quand tout le monde regarde, parce que vous avez fait un 49.3, ok, on fait une motion de censure, bien sûr, on l'a fait, tout ça, ok, bien sûr. Mais le problème, c'est pas Borne, hein, on va quand même pas être naïf. Le problème, ça n'est pas seulement Borne. Le problème, c'est Macron. Le problème, c'est la Ve République. Donc quand tout le monde est au fait de la situation, c'est là qu'il faut avancer. Voilà, jusqu'à la victoire, et c'est peut-être comme ça qu'on va y arriver. Okay. Alors, justement, puisqu'on va parler de tam-tam, il y a eu un mouvement social très important sous le dernier quinquennat, et je vais vous donner d'abord la parole, Monsieur Yordanov. Ce mouvement, les Gilets jaunes, portait beaucoup de revendications, mais 2 revendications principales. Une revendication sur une réduction des inégalités, pour la faire courte, et une autre revendication sur laquelle qui s'est greffée un peu par la suite, qui était une nécessité de nouvel élan démocratique. On s'en souvient avec notamment le RIC et ce type de processus. Or, que s'est-il passé derrière ? Disparition complète du sujet pendant la campagne présidentielle de 2022. Complète. On a parlé de beaucoup de choses, mais pas de ça. On arrive en 2e quinquennat, nouvelle mobilisation sociale, manifestation contre la réforme des retraites, et vous avez raison, 49.3, tout le monde comprend ce que c'est, tout le monde fait des vannes, très bien. Ça va même plus loin, parce qu'au moment où le véhicule législatif choisi est brandi par l'exécutif, c'est-à-dire, bon, je passe les détails, mais voilà, un autre article arrive, les gens s'en emparent, bon, très bien. La compréhension est faite et on arrive aux universités d'été des gauches, fin août, donc il y a quelques semaines. On parle de sujets passionnants, de Médine et de Ségolène Royal, mais étonnamment, la question qui intéressait tout le monde quelques mois plus tôt, ça passe crème. Comment vous expliquer que dans vos formations politiques respectives, ça ne fasse pas plus de tam-tam que ça, pour reprendre votre expression, Raquel Garrido. Jérémy Yordanov. Merci. Alors, il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faut répondre. D'abord, une petite correction. J'ai animé aux Journées d'été des écologistes un atelier sur la 6e République
et donc on a tenu à ce que le sujet reste sur la table. C'est vrai qu'il n'a pas percé médiatiquement à ce moment-là, et je veux revenir sur, ça me donne l'occasion, et l'évocation des Gilets jaunes et de la crise, au moment de la réforme des retraites, après le 49-3, la crise politique, me fait dire qu'il y a, pour changer les constitutions, des moments politiques qui ne durent pas. Il y a des moments dans la société où le débat se fait autour d'une question et des moments où il y a un consensus, pas forcément sur tous les sujets. Je pense qu'on a eu un moment, là, récemment, où il y a eu un consensus pour dire il y a un déséquilibre des pouvoirs, le président de la République accapare trop de pouvoir et le Parlement est méprisé. Et je pense que ce moment-là, il a existé. Il n'était peut-être pas suffisamment fort pour faire une bascule sur ce sujet, mais il a existé, il ne faut pas le nier. Et je pense que si on rate les moments, derrière, ensuite, la conversation peut être sur autre chose. Et je veux alerter tous ici sur le fait que la démocratie recule aujourd'hui dans le monde. Que la tendance de fond, ce sont des gouvernements autoritaires. Que la tendance de fond, c'est des institutions judiciaires qui sont décrédibilisées. Et moi, je veux revenir aussi sur le débat des experts qui a eu lieu un petit peu avant nous, pour dire, attention, on n'a pas le temps, en fait. Moi, je suis très heureux de prendre toutes les bonnes méthodes et de prendre tout le temps qu'on veut. En réalité, la menace qui est directe pour les Françaises et les Français, c'est 2027, le Rassemblement national qui peut arriver au pouvoir. Je ne dis pas que ça va arriver, je dis que c'est une possibilité et il ne faut pas la sous-estimer. Parce que si c'est un régime autoritaire qui arrive au pouvoir et qu'ils réforment, eux, les institutions, alors ce ne sera pas pour l'état de droit. Ce ne sera pas pour la liberté de la presse. Ce ne sera pas pour constitutionnaliser le droit à l'avortement. Ce ne sera pas pour les droits sociaux. Voilà. Et en fait, la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a un espace politique avant 2027 pour faire quelque chose? Je crois que oui. La question, c'est est-ce que dans cet espace politique, dans ce temps, on peut changer tout de la Constitution? Ou est-ce qu'en changeant quelques morceaux de la Constitution, on peut déjà limiter les dégâts? Moi, je ne tranche pas. Je pense que nos auditions nourrissent le débat. Il faut que le débat transpire dans la société. Il faut que les parlementaires s'approprient aient conscience qu'ils ont un rôle à jouer de parlementaires. Dans la Constitution actuelle, on a des pouvoirs et on ne les utilise pas suffisamment parce que notre culture n'est pas parlementariste. Boris l'a dit, et c'est un problème qu'ont les parlementaires. Il faut que la société fasse pression sur les parlementaires pour leur dire mais demandez au gouvernement de présenter sa responsabilité devant l'Assemblée nationale. Enfin, c'est incroyable. Elisabeth Borne recompose son gouvernement. On va ouvrir une nouvelle session. Pas de responsabilité, pas de vote devant l'Assemblée. C'est l'article 49 alinéa 1er de la Constitution. Personne n'en parle. Et ça, c'est parce que dans la société, on n'a pas conscience que les parlementaires ont du pouvoir. Et je pense que nous, on doit se réveiller là-dessus. Je suis très surpris, moi c'est mon premier mandat, je suis extrêmement surpris que les parlementaires de la majorité se couchent tranquillement devant toutes les injonctions de l'Élysée. Je trouve que c'est un scandale et je suis surpris que sur les territoires, on ne leur fasse pas remarquer. Alors, il y en a qui leur font remarquer, etc. Bon. Je pense qu'il faut avancer là-dessus, il faut mettre du débat. Moi, je veux faire des propositions sur les modalités de passage. Soit on prend l'article 89, on identifie 2 ou 3 sujets sur lesquels on pense avoir une majorité culturelle et on dépose des propositions de loi. Je l'ai fait sur le 49.3. Je pense qu'il faut le faire, c'est pas constitutionnel, mais sur la proportionnelle. Je pense qu'il faut déconnecter les élections législatives de la présidentielle, parce qu'en fait, si les députés doivent leur mandat à l'affiche, à la tête du président de la République, eh bien, en fait, ils ne peuvent pas exercer leur rôle de contrôle. Ils doivent leur mandat au chef de l'exécutif, parce que c'est quand même ça, c'est le chef de l'exécutif, il gouverne à la place du gouvernement. On n'a pas les moyens, dans ces conditions, d'avoir le courage de contester l'exécutif. Donc, il faut déconnecter ces élections. Je pense qu'il y a quelques mécanismes sur lesquels on peut avancer si on n'a pas un accord plus large. Il faut examiner ça assez rapidement. On a peut-être 1 an devant nous pour ça. Après, je pense qu'on sera trop tard dans la séquence. Il y a une autre chose qui est possible, c'est, toujours avec l'article 89, faire comme en 58, s'en servir pour demander un processus constituant. C'est-à-dire qu'on prend l'article 89 et on dit on va modifier la Constitution, on va créer, avec cet article-là, une assemblée constituante. Je pense que c'est possible, et sans parler du contenu, il faut trouver une majorité de parlementaires qui disent aujourd'hui « Stop, ça suffit, le pouvoir en France est confisqué par l'exécutif, on n'en veut plus ». Et simplement en disant « On a un problème avec ça, on fait une constituante,
les Françaises et les Français décideront qui ils envoient dans cette constituante. S'il y a un processus à côté pour faire le débat, etc., avec une convention, pourquoi pas. Ça, c'est un processus concret qu'on peut mettre en œuvre dans les textes. Statistiquement, ça ne marche pas. Statistiquement, l'histoire nous dit il faut une défaite après une guerre, il faut un coup d'État, il faut une révolution. Nous, on est parlementaires. Notre rôle à nous, c'est de faire notre travail de parlementaire dans la légalité, en respectant les institutions et en montrant l'exemple. Et ensuite, chacun prendra ses responsabilités. Les universitaires doivent faire leur rôle, les journalistes également. Et si la société ne résonne pas avec ce travail-là, on ne fera rien et on restera dans ce système. Votre débat y participe et je pense que tous, on a à notre place, dans notre rôle, le devoir aujourd'hui de bouger sur cette question. Merci. Mais on va continuer à faire tourner la parole, mais vous dites, voilà, dans tous les cas, en fait, qu'on choisisse cette voie-là, qu'on espère d'autres voies, cette clé de la mobilisation de la société, elle est incontournable. Mais du coup, je repose d'une autre manière l'interpellation d'Hélène. C'est vrai qu'on se dit, bon, en fait, vous aviez pour le coup une occasion en or, c'est un peu ce que vous avez dit. Là, il y avait une belle séquence, entre guillemets, pour imposer ce sujet à l'agenda. Vous auriez pu lancer, je parle pas vous personnellement, mais vos forces respectives, des campagnes communes. Alors, sur des thèmes sociaux, pourquoi pas, évidemment, ça touche les gens, mais aussi sur cette question démocratique. Une campagne sur cette voie-là qu'on pourrait prendre pour des changements constitutionnels. Pourquoi ça, vous ne l'avez pas fait? Je vous donne la parole, Sophie Taillé-Polian, parce que vous me disiez, avant qu'on commence la table ronde, ils ont tout dit, il faut la société, on n'est pas des magiciens. Mais est-ce que votre rôle de politique, c'est pas un peu de faire de l'agite propre et d'aller susciter aussi cette mobilisation, pas d'attendre qu'elle vienne à vous? Non, mais bien sûr, on n'est pas des magiciens, en même temps on a notre rôle à jouer, ça c'est évident. Et d'ailleurs, ce qu'a annoncé, mais je la laisserai l'expliquer peut-être plus précisément dans le détail, la campagne que souhaite lancer ce groupe qui a été lancé dans le cadre de l'intergroupe NUPES. Donc c'est 4 parlementaires qu'on a chacun mandatés dans nos groupes pour travailler sur une vision de ce que pourrait être la 6e République, mais sans non plus fermer toutes les portes, et comment faire pour faire exister ce débat. Voilà, je laisserai Raquel en parler parce que ça fait partie des choses qu'on a envie de faire dans l'année qui vient, de le faire au plus près des gens, de le faire sur nos territoires, en allant les uns chez les autres, les uns avec les autres, pour à la fois surtout parler du sujet, et parce que parler du sujet, poser les débats, d'abord ça permet d'augmenter le niveau de conscience des uns et des autres, l'appropriation des uns et des autres, et puis ça nous permet aussi de cheminer ensemble sur à la fois comment on fait pour y arriver, et aussi pour arriver très précisément à quoi, même si évidemment c'est pas à nous ce sera pas à nous seuls d'en décider, mais bien un lien avec les gens, et c'est ce qu'on est en train de le construire, et depuis et je le dis même très très officiellement, c'est nous y siégeons tous les deux, l'intergroupe NUPES qui a décidé de cela, après sur initiative des collègues, mais voilà, qui dit voilà, on va faire ce travail. C'est un travail qu'on sait qui va être long, et qu'il va falloir nourrir de plein de manières différentes. Après, moi, je suis, c'est toute la richesse des discussions qu'il faut avoir aussi. On peut ouvrir des portes de débat par des mesures qui parlent aux gens. Moi, je viens du mouvement Génération. Toute la campagne de Benoît Hamon en 2017, c'était le 49.3 citoyen, en finir avec la démocratie intermittente. Je reprends les termes dont on parlait à l'époque. Donc, bien sûr, c'est aussi des comment dirais-je, des propositions un peu phares dont on peut se saisir et qu'on peut appréhender. Mais moi, je crois que je reprends à mon compte, enfin en tout cas, le bricolage, parce qu'on a vu quand même des réformes qui ont été faites, et je pense au quinquennat et l'inversion, où on change un petit bout,
Et en fait, d'abord, on ne mesure pas. On a du mal à mesurer les conséquences que ça a dans l'équilibre subtil d'une constitution, d'un texte complexe qui est une constitution, de changer telle chose et telle autre. Et puis, je pense qu'en fait, c'est effectivement une réforme très, très profonde qu'il faut, où on ne peut pas être dans le cadre actuel. Donc peut-être, oui, avoir des initiatives parlementaires sur tel ou tel texte en essayant de réunir peut-être au-delà des rangs de la NUPES, etc. Mais je crois que ça, faut surtout pas s'y enfermer parce qu'on risquerait d'aboutir à quelque chose qui ne serait pas satisfaisant et qui ne répondrait pas à ce grand besoin que en France, dans notre pays, la République soit pas que des 20 mots, on parle des valeurs sans jamais plus finalement les définir, mais se dire voilà comment est-ce que notre République, c'est le renouveau de la démocratie. Et c'est aussi le fait que dans notre pays, eh bien, les gens, ils ne cèdent pas à se dire bon, finalement, ce serait tellement plus simple s'il y avait un vrai chef à notre tête et puis qu'on nous arrête de nous embêter avec ces parlementaires qui servent à rien, etc. etc. Voilà, enfin, je veux dire, c'est l'idée démocratique sur laquelle il faut qu'on revienne. On voit des choses aujourd'hui dans notre pays qu'on croyait impensables, non seulement en termes d'application de la Constitution, mais sur d'autres sujets. Le recul de l'état de droit, évidemment, on peut penser aux violences policières, à ce qui est fait à vos collègues sur la question de la protection des sources, le recul du juge permanent. Enfin, je veux dire, c'est quand même ça le sujet aujourd'hui. Et c'est aussi parce que peut-être on est trop en défense sur l'enjeu démocratique. On ne résoudra ni la crise sociale, ni la crise environnementale sans un retour très profond au débat démocratique. On aura l'impression de perdre un peu de temps, mais en fait, après, qu'est-ce qu'on en gagnera? Donc, voilà, moi, j'attire l'attention de... Peut-être que de temps en temps, une proposition clé phare qui parle aux gens, ça permet de lancer l'hameçon et de créer le débat. Mais surtout, ne nous laissons pas enfermer dans une mesure ou une autre, parce que c'est d'un changement systémique profond dont nous avons besoin, et vraiment d'un réinvestissement dans la démocratie comme une valeur commune, intangible, et qui fonde notre contrat social. Simplement une question pour vous, peut-être, Boris Vallaud. Vous disiez, pourquoi pas inventer une 6e République au sein de la 5e République, c'est-à-dire s'y mettre dès maintenant. Il est fort probable que dans les mois qui viennent, on ait de facto une révision, en tout cas une proposition de révision constitutionnelle, ne serait-ce que parce qu'il faut donner un nouveau statut, comme vous le savez, à la Nouvelle-Calédonie, et parce que ça a été promis ce matin même à la Corse. Donc il y a certaines choses que vous allez sans doute pouvoir porter, j'imagine, dans ce cadre-là. Est-ce que, justement, dans le cadre actuel de la 5e et des révisions constitutionnelles telles qu'elles se font, vous pouvez mettre en œuvre cette 6e République dans le cadre de la 5e? Je dis qu'il faut qu'on soit sixiémiste dans l'exercice de nos fonctions parlementaires à un moment où il y a une majorité relative et une forme de parlementarisme de fait. Mais je mesure toutes les limites qui sont les nôtres. Il y aura des réformes constitutionnelles, peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Faire un déplacement en Corse en promettant une inscription dans la Constitution de l'autonomie et entendre la droite sénatoriale dire qu'elle ne la votera pas, je veux dire, le sujet est à peu près réglé de la révision de la Constitution. Il dira bah, la droite en veut pas. Bon, voilà. Mesurez bien quand même qu'il y a des choses qui pourraient être faites assez simplement. L'indépendance du parquet a été votée dans les mêmes termes par le Sénat et l'Assemblée nationale. Il suffit que le président de la République convoque le Congrès pour qu'on l'adopte. Il ne le fait pas. Je veux dire, mesurez bien que dans ce quinquennat-là, on a quand même le pire de la 5e et le pire de Macron. Ça fait quand même beaucoup. On l'a dit, enfin, c'était dit tout à l'heure, la menace de l'extrême droite, elle est très forte. Et on n'a pas le droit d'avoir ces pratiques politiques-là quand on est veillé par le Rassemblement national. C'est extrêmement grave ce qui se passe. On a évoqué les gilets jaunes, on a évoqué les manifestations dans les retraites, mais quand pour un Français, un citoyen français, ça ne sert à rien de voter, parce que de toute façon les parlementaires ils décident pas, ils votent pas. Quand ça sert à rien de se syndiquer parce que de toute façon on n'écoute pas les organisations syndicales. Ça sert à rien de faire grève ou de manifester parce qu'on n'entend pas. Mais ça laisse la place aux formes les plus désordonnées de la contestation. Et donc là on disait mais finalement où en est le peuple français? Est-ce qu'il y a en lui les ferments d'une révolution démocratique, écologique et sociale?
elle est en balance avec une aspiration à la révolution nationale quand même. Donc on est dans ce moment de tension-là. Est-ce qu'on serait capable, dans cette cadre de cette majorité relative, de faire des réformes constitutionnelles? Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a réuni les présidents de groupe pour, à la demande du président de la République, comme ça a été fait au Sénat, leur demander si on pouvait engager des chantiers sur la révision de la Constitution. Mais enfin, vous avez les LR qui... faut pas toucher à la 5e. Oui, c'est ça. Oui. Et l'enveloppe parlementaire maintenant. Oui. C'est une bonne idée de donner 130 000 € à 90 députés du Rassemblement national. Bref. Mais les LR ont dit nous on touche à rien. Marine Le Pen a dit on touche à rien sauf la proportionnelle. Parce qu'en réalité la pratique de la 5e République telle qu'elle, ça lui va très bien. Franchement, qu'est-ce qu'on aura à lui raconter? Ou qu'est-ce que les macronistes barrage au Rassemblement national auront à raconter à Marine Le Pen quand elle fera la même chose qu'eux? Si ça doit, on va tout faire pour que ça n'arrive pas. Voilà. Et puis il y avait nous, en disant nous on veut un régime parlementaire. Voilà. Et puis instituer l'œil du peuple, comme disaient les révolutionnaires. Ça c'est pour Alexis qui n'est pas là, mais dont ça pourrait être la référence. Mais quand je dis qu'on peut faire des choses, on a voté la nationalisation d'EDF contre le gouvernement, contre la majorité, avec les Républicains, parce qu'il y avait l'idée que quand même c'était le patrimoine industriel des Français, la défense de la base industrielle française, nos souverainetés énergétiques qui étaient en jeu. D'ailleurs, pour vous dire à quel point tout le monde était largué, quand les macronistes ont vu... je dis les marxistes parce que c'est un peu comme quand la droite dit Mitterrand, on voit tout de suite ce qu'on en pense. Donc quand les marxistes ont vu qu'ils étaient minoritaires, ils n'ont pas essayé de se battre, ils ont fait la gueule, ils sont partis. Ils sont partis bouder. On en est là. Donc il y a quelque chose, soyons en réalité les plus démocrates dans nos pratiques. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Vous l'avez vu dans le débat sur les retraites, on l'a encore fait là sur le débat sur le RSA, avec les pouvoirs d'enquête sur pièce et sur place du président de l'Amex, Gage. Ou alors du rapporteur spécial aux participations d'État, c'est Philippe Brun. On va dans les administrations chercher les chiffres et les infos que nous donne pas le ministre. Bon, on a des choses à faire. On avait au moment de l'affaire Benalla, on était en session extraordinaire et puis il y avait toute la majorité qui disait c'est en session extraordinaire, on ne peut pas avoir de commission d'enquête, on est vraiment désolé, on aurait bien aimé. Puis on s'est dit, mais en fait, on peut donner les pouvoirs d'une commission d'enquête à une commission permanente, à la commission des lois. Donc ils ont été un peu emmerdés, ils ont été obligés de le faire. Donc il faut qu'on utilise tout ça. Avec le succès qu'on connaît, quand même. C'était déjà Yael Braun-Pivet qui était présidente de la commission des lois. Mais le Sénat a fait le travail, oui, voilà. Voilà. En tout cas, on peut beaucoup. J'ai compris qu'il fallait que c'est ma conclusion. Très bien. On poursuit la succession des prises de parole avec vous, Raquel Garrido. Il y a un exemple qui a été cité plusieurs fois dans la précédente table ronde et qu'on est plusieurs à avoir en tête quand on a le regard sur ces expériences de renouveau démocratique. Et voilà, c'est le Chili. Avec effectivement quelque chose qui nous a tous interpellés, c'est qu'on a un schéma là-bas où on a effectivement eu l'irruption populaire, donc l'événement venu de la société qui est la clé pour déclencher un processus constituant. On ne refait pas toute l'histoire là-bas pour expliquer à quel point c'était vraiment crucial dans ce pays-là. C'était quand même la constitution héritée de la dictature. Et on a eu un travail constituant plutôt enthousiasmant, en tout cas nous, en tant que journalistes, quand on interviewait justement des juristes, des gens qui connaissaient le Chili, ils avaient des critiques bien sûr, mais ils se disaient bon, quand même globalement ça va dans le bon sens. Et résultat, gueule de bois quand même pour tous ceux qui regardaient ça de l'extérieur, avec un peuple qui, après avoir envoyé une majorité transformatrice dans cette convention constituante, se met à refuser le texte constitutionnel. Et maintenant, ça va donner un texte où il y a beaucoup d'inquiétudes. Donc voilà, vous, j'imagine que ça a dû vous interpeller, parce que le schéma, il n'est pas très éloigné de ce que proposaient les Insoumis. Voilà. C'est une excellente expérience pour voir, pour prendre les bonnes idées et puis aussi éviter quelques écueils. Je pense que il ne faut pas remettre en cause l'idée, à mon avis, d'assemblée constituante, mais
Je le dis sans dogmatisme, je ne le dis pas par fétichisme. Vraiment, on s'est posé la question, et notamment on a posé la question aux juristes sur est-ce qu'on peut changer petit bout par petit bout. Et quand même, l'histoire nous montre que il y a quand même, c'est ce que disait Laureline Fontaine tout à l'heure, c'est quand même difficile d'anticiper précisément les effets d'une modification constitutionnelle. Des fois, c'est pas vraiment les effets escomptés qui arrivent. Et par conséquent, cette idée de constituante où on délibère d'une philosophie, puis voilà, on prend ici, on met là, il y a une cohérence. À mon avis, ça reste le chemin qui, en plus, est un chemin qui, au-delà d'être pertinent au sens de l'efficacité du produit démocratique, a cet effet de grande délibération, de grands mouvements de proclamation d'amour entre nous, quoi. Parce que je pense qu'il y a quand même une espèce de non-dit, c'est est-ce qu'en France, aujourd'hui, on a vraiment tous envie de faire peuple ensemble ? Et il y a des forces actives qui divisent profondément la nation. Le racisme, mais aussi l'accaparement des richesses par une petite poignée est profondément destructrice de notre capacité à vivre ensemble. Et par conséquent, cette assemblée constituante comme une espèce de grand moment de dire ok, je suis peut-être pas d'accord avec toi sur tout, mais je suis quand même d'accord pour qu'on fasse peuple ensemble et qu'on ait des modalités d'arbitrage de nos désaccords politiques qui soient pacifiques, périodiques, etc. Donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant l'assemblée constituante. Moi, ce que je tire comme bilan de l'échec de la première convention constitutionnelle chilienne, il est double. D'abord, nuancer l'échec. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois de l'histoire du Chili où il y avait autant de participation en élection. C'est-à-dire que quand même l'histoire du Chili depuis le plébiscite de 1989, c'était vraiment un grand recul de la participation aux élections, un grand dégoût par rapport au parti de la Concertación, etc. Enfin, ce qui était l'alliance entre la social-démocratie et la démocratie chrétienne qui était la transition après Pinochet. La jeunesse qui était vraiment assez en retrait, très dégoûtée. Et là, on a 15 millions d'électeurs, 13 millions d'électeurs peut-être, donc 15, je dis de mémoire, 15 millions d'électeurs. Il n'y a pas de vote obligatoire à cette oui, consultation. Ce que aussi c'est intéressant de voir que des fois le vote obligatoire, c'est pas une mauvaise idée non plus. Et puis finalement, dans le vote d'acceptation ou rejet, on a 13 millions de participants. Donc c'est beaucoup aussi quand même. Et donc, ce qui fait que comme processus constituant, on ne peut pas dire qu'il a échoué, puisqu'il a réussi à faire participer les gens à l'énoncé d'un avis sur une question constitutionnelle. Et c'est quand même ça le premier objectif d'un processus constituant, c'est d'amener chaque citoyen lui-même à se positionner en tant que détenteur personnel d'une part de la souveraineté et de dire bon, ça je veux pas. Et de ce point de vue, c'est quand même... même si c'est décevant le fait que la norme ou l'esprit de la norme qui était proposée n'a pas été validé, le processus lui-même est une réussite de mon point de vue démocratique. Ensuite, pourquoi ça a été rejeté ? Je pense que, bon, ça a été dit par Laureline Fontaine et d'autres, il y a la question médiatique, l'ancien régime c'est beaucoup défendu avec des armes très très déloyales, la presse, etc. Mais malgré tout, moi j'ai l'impression qu'ils sont allés, sur certains côtés, infra petita, et sur d'autres côtés, ultra petita. C'est-à-dire qu'en fait, infra petita, c'est-à-dire ils sont restés en deçà de l'expectative populaire sur la question de la réforme des pensions, par exemple des retraites, parce que le mouvement disait no más AFP, donc quand même ils ont inventé au Chili le système de retraite par capitalisation et le mouvement revendiquait son abolition. Il n'a pas été aboli. Sur la question, par exemple, donc la Constitution dit oui, il y aura un système public-privé. Bon, ça tranche pas ces grandes choses-là. Sur l'éducation aussi, ça fait des années que c'est le mouvement des jeunes, des étudiants qui portent la revendication constitutionnelle parce que pour changer la loi organique sur l'éducation, il fallait les 2/3 et que donc il y avait un blocage institutionnel qui empêchait l'avancée sur le droit à l'éducation de qualité pour tous. Et la Constitution dit finalement il y aura un système public-privé. Bon, ça reste un peu en deçà sur des gros sujets qui étaient au cœur du mouvement social. Et alors sur d'autres sujets, par exemple sur le pouvoir, la place dans l'espace politique des Mapuches et des peuples originaires, je pense qu'ils sont allés un peu ultra petita, c'est-à-dire qu'ils sont allés un petit peu plus vite que la musique. Et ils ont donné à ce moment-là loisir à toute l'extrême droite de parler à l'homme blanc chilien, lui dire « Regarde ce que tu vas perdre parce que les Indiens vont prendre ton travail, les femmes vont prendre ton pouvoir, etc. » Bon. Sur le féminisme, je pense qu'ils étaient à peu près au niveau de la société, parce qu'en Amérique du Sud, c'est très machiste, mais quand même, le féminisme a beaucoup avancé.
énormément. Donc là-dessus, je pense qu'on ne peut pas dire que la Constitution était trop féministe. Mais sans doute, voilà, c'est mon explication. Donc j'en déduis quoi? J'en déduis d'abord que sur notre propre pensée sur le contenu de ce que serait la 6e République, il ne faut pas aller trop vite, trop loin. Il ne faut pas être trop dogmatique. Je pense qu'il vaut mieux que nous adoptions, quand on sera dans la Constituante, que les choses soient plutôt adoptées à des majorités larges plutôt qu'à des majorités courtes. Qu'il faut laisser le temps aussi de la délibération, voilà, de laisser sa chance au produit, comme on dit, et partir de la société réelle. C'est-à-dire que c'est pas une constitution théorique et idéale qu'on veut. C'est la constitution qui vient résoudre les problèmes qui ont été identifiés aujourd'hui par les Français comme étant problématiques dans la constitution actuelle. Donc, pour moi, la marque de fabrique de la constitution actuelle, c'est l'impunité. Le président de la République est irresponsable. Il concentre l'essentiel du pouvoir de gouvernement. Il est irresponsable. Cette culture de l'irresponsabilité politique que Laureline Fontaine appellera l'éthique, le défaut d'éthique de la fonction gouvernante, par exemple, rejaillit en cascade sur toute la classe politique. Les maires, les présidents de région, les présidents de département, tout le monde a des comportements notables de « je suis majoritaire, je fais ce que je veux ». C'est absolument insupportable. Et ça provoque du dégoût, ça provoque un retrait civique où les gens votent plus, votent moins. Même sur la présidentielle, alors sur un corps électoral qui a 50 millions de citoyennes et citoyens, on est à 34 millions, je crois, de votes, un peu moins. Donc c'est insuffisant et je ne parle même pas des autres élections. Et ce dégoût est un moyen de garantir le statu quo, puisque comme ce sont les catégories populaires, le peuple populaire qui s'abstient et qui est dégoûté, bah, du coup c'est une façon de concentrer le pouvoir entre les mains de certaines catégories sociales. Du coup, pour répondre à l'impunité, pour moi, la réponse à l'impunité, c'est pas la confiance, c'est pas choisissez un nouveau monarque. Le nouveau monarque, vraiment, vous pourrez lui faire confiance parce que lui, vraiment, il est super, il est éthique, lui, il est vertueux. Bon, ça ne marche pas. Donc, mon avis, ça ne marche pas. Si vous voulez répondre au problème de l'impunité et du dégoût, il faut du contrôle citoyen. Donc pour moi, par exemple, la révocation des élus, le droit pour les citoyens de révoquer les élus en cours de mandat est une façon d'amener les gens et de répondre. Voilà, c'est typiquement ça que je veux dire, c'est-à-dire que il faut répondre aux problèmes réels des gens. Là, par exemple, sur les niches, et je terminerai juste là-dessus, on va avoir des niches parlementaires, nos 4 groupes. Je souhaite que dans l'une des niches, au moins soit débattue la proposition de loi constitutionnelle qui a été rédigée par Jérémy Yordanov qui supprime le 49.3. Ben, comment comprendre qu'on ne le fasse pas? Après tout ce qu'on vit, après ce que tous les Français ont vécu, comment comprendre que dans aucune de nos niches, on débatte d'une proposition, certes symbolique, certes qui n'a peut-être pas de chance d'aboutir, voilà, mais au moins qu'on alimente la conversation et qu'on dise, ben voilà, nous, on veut supprimer le 49.3. Et du coup, si un jour on est président, eh ben on ne fera pas de 49.3. Et d'ailleurs, pour juste terminer là-dessus, parce que oui, Bastien François a dit que tout commençait à la présidentielle, je nuancerai un petit peu. Je pense que notre avancée vers la présidentielle va donner la teinte de ce qu'on est capable de faire ou pas. Et par exemple, moi, je ne comprendrais pas qu'on aille à 2027 en disant simplement, bah, voici le nom de la personne qui va aller à l'Élysée, et puis c'est tout. Ben non. On est en train d'apprendre là à la 16e législature. Donc, il faut aller en 2027 en disant machin machine va à l'Élysée, machin machine va aller à Matignon, il y aura machin machine dans les différents ministères, et puis on a 577 machins et machines qui sont dans un contrat de gouvernement législatif, et tout ça, c'est un grand paquet. Parce que si on avance comme ça vers 2027, ça, c'est mettre de la 6e dans la 5e. Ça, c'est vraiment mettre de la 6e dans la 5e et dire, ben voilà, en matière de démocratie, c'est comme l'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Alors, on va poursuivre avec Jérémy Yordanov. En fait, voilà, là, il y a une proposition qui est quelque part aussi, on imagine, hein, avec un tel scénario de campagne électorale, quelque chose qui engage pratiquement dès avant l'exercice du pouvoir. Parce qu'une des questions qu'on a posées à nos constitutionnalistes tout à l'heure, et que je vous pose à vous, Jérémy Yordanov, voilà, qui êtes dans ce groupe de réflexion sur les questions constitutionnelles, c'est justement cette fameuse question, est-ce que la 5e, elle n'arrange pas ceux qui sont au pouvoir? C'est-à-dire, on arrive,
arrive, quand même, on a pas mal de leviers à disposition, et donc engager autre chose, ça peut vouloir dire se déposséder, et c'est vrai pour celui qui est à l'Élysée, c'est vrai pour tous les exécutifs, comme l'a dit Raquel Garrido, qui profitent en fait de cette forme d'impunité, y compris à l'échelon territorial. Donc comment est-ce qu'on arrive à corriger ça comme force politique? Est-ce que c'est dans la manière de faire campagne? Est-ce que c'est en s'imposant des contraintes dès le début et en montrant aux citoyens qu'on est prêt à s'imposer des contraintes, des garde-fous, si j'ose dire? C'est une question compliquée. C'est la conservation du pouvoir par ceux qui l'ont. Moi, je n'ai pas l'impression que les parlementaires ont le pouvoir. Donc je pense que tous les parlementaires devraient être d'accord pour dire qu'il faut un régime parlementariste. Ils sont peut-être dans un certain confort pour ceux de la majorité pour dire finalement c'est pas nous qui décidons, c'est le gouvernement, et demain si c'est pas populaire, en fait c'est pas nous, c'est le 49.3, c'est le gouvernement. Mais je pense que personne n'a intérêt en fait à la reproduction du système. Les exécutifs locaux ont beaucoup de difficultés aujourd'hui pour exercer leur mandat parce que ils n'ont pas les compétences que leur attribuent en réalité les citoyens. Ils n'ont pas les moyens de faire la politique qu'ils devraient. En fait, je pense que tout le monde est inconfortable dans ce système. Peut-être la seule personne qui se trouve à peu près confortable, c'est le président de la République. Et effectivement, ça a été dit, c'est la pièce maîtresse de la Ve République, et il faut toucher cette pièce maîtresse-là. Sinon, non, mais il faut, moi je pense que il faut toucher à ces pouvoirs de domination, ou alors il faut changer le mode de scrutin. La proposition de dire qu'il ne préside plus le Conseil des ministres me paraît excellente. Il faut toucher au pouvoir du président de la République. Et il faut que les Françaises et les Français comprennent que le pouvoir doit être exercé par plusieurs personnes. Et dans l'imaginaire collectif, on n'a pas ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. Et là où on a une difficulté par rapport à l'expérience chilienne, c'est que la constitution chilienne était attachée à l'image d'un dictateur de Pinochet. Et donc, le mouvement social a voulu tout changer aussi parce qu'il y avait cette figure de détestation. Dans la majorité des Français aujourd'hui, Charles de Gaulle est associé à quelque chose de positif. Et donc, c'est une grande difficulté pour toucher à la Ve République. Quand on commence à remettre en cause l'institution, les gens nous disent « Ah, mais vous voulez le bordel, vous voulez l'affaiblissement de la France, vous êtes contre toutes les institutions, vous êtes des révolutionnaires. » Voilà. Et donc, je pense qu'on a cette difficulté-là, c'est que la Ve est associée à un homme. Et il faudrait, y compris dire aux parlementaires, les républicains, que la Ve République d'aujourd'hui n'est pas la Ve République du général de Gaulle. Sur la question du président de la République, en 58, c'était pas comme ça. 2, sur la concordance de l'élection présidentielle et des législatives, ça n'était pas comme ça. Ça n'était pas comme ça. Donc les parlementaires avaient beaucoup plus d'indépendance jusqu'à la réforme Jospin. Merci Jospin. Et on va y venir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la question de. Il faut déconstruire l'image d'une Ve République qui est protectrice. La Ve République, aujourd'hui, elle est dangereuse pour les libertés publiques. Elle est dangereuse pour la démocratie, elle est dangereuse pour l'état de droit, elle est dangereuse pour l'état social. Cette Ve République est dangereuse, il faut la faire tomber. Et donc, je pense qu'il faut raconter cette histoire-là, il faut imposer que le cadre dans lequel on évolue, il est périmé. Il est périmé. La société ne peut pas se retrouver dans ce cadre-là. Les gens ne vont plus aux urnes, ils ne vont plus voter, ils ne se reconnaissent plus dans leurs élus. Quand on est élu, très vite, on est honni. C'est valable aussi pour le président de la République. J'espère pas, je n'ai pas fait de sondage sur ma circonscription. Mais je pense que c'est l'ensemble du cadre qui ne fonctionne pas. Tout le monde doit en avoir conscience et que si on ne prend pas la responsabilité de le changer, il tombera d'une manière violente et avec un résultat derrière qui ne sera pas plus démocratique et plus parlementariste. Alors on y vient justement, c'est pour vous, Boris Vallaud, parce que vous n'étiez pas né peut-être pendant la réforme Jospin, mais vous étiez bien né sous le quinquennat de François Hollande. Et c'est là tout l'intérêt du sujet, puisqu'on l'a dit, difficile de réformer en profondeur les choses quand on n'est pas au pouvoir. Or,
le PS est le seul parti autour de cette tablée à avoir été au pouvoir récemment. Avec les écologistes. Sauf que, on s'en souvient, la dernière initiative de réforme constitutionnelle à l'époque de François Hollande était une réforme avortée, on s'en souvient, mais pour inscrire la déchéance de nationalité dans notre texte fondamental. D'où ma question. Vous avez, vous, au Parti socialiste, un passif plutôt lourd, je dirais, en la matière. Comment vous pouvez être légitime pour porter des questions de renouveau démocratique et de passage à la 6ème République, dans le sens où vous ne l'avez pas fait quand vous y étiez? Il y a toujours un moment où je dois assumer l'intégralité de l'histoire du socialisme. Moi, je suis toujours pris dans cette question. On me demande, quand je vais aux toilettes, si j'ai demandé l'autorisation de Jean-Luc Mélenchon. Et puis on me dit, est-ce que vous avez quand même laissé les toilettes dans un état dégueulasse, vous les socialistes? Alors, je suis obligé de tout assumer, ce qui est un peu compliqué. Bon, alors pour vous répondre, c'est précisément parce qu'on aurait dû le faire que nous sommes légitimes à faire cette espèce de bilan critique. Non, ça ne marche plus. Je veux dire, la réalité, c'est que ça ne marche plus. Et moi, aujourd'hui, j'éprouve comme parlementaire ce que je n'avais pas mesuré quand j'étais dans les cabinets ministériels. Honnêtement, c'était un objet théorique, le fait que c'était une chambre d'enregistrement. Et je l'ai éprouvé. On a d'ailleurs, sous le quinquennat de François Hollande, aussi éprouvé l'incapacité institutionnelle et constitutionnelle de gérer une majorité une minorité dans une majorité. C'est aussi une explication de l'explosion du Parti socialiste. C'est une référence aux fondeurs. Hein. Bon, je décode pour... Oui, mais je veux dire, sans jugement de valeur sur les uns et sur les autres. C'est une réalité objective. On n'a pas été capable, y compris de construire des compromis entre nous, ou des positions majoritaires. On ne l'a pas fait. Il y avait eu d'ailleurs un gros travail qui avait été fait, je crois, par Claude Bartonone à l'époque, avec une commission qui avait formulé un certain nombre de propositions. Moi, je formule aujourd'hui le regret qu'on n'ait pas été là-dessus, mais on a dit finalement, tous les partis de gauche sont alignés sur la question de la 6ème République. Je vais vous dire, ce n'était pas le cas il y a 5 ans, ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Mais même pendant la présidentielle, Hidalgo, elle dit qu'il faut revenir à l'esprit originel de la 5e. C'était en 2022, ça. Oui, voilà. Maintenant, moi je dis... Moi, j'ai toujours... Franchement, je m'exprime en mon nom et comme président de groupe. On est en tout cas pour un régime parlementaire. J'ai compris que finalement, la question n'est plus de savoir si c'était la 6e ou la 7e... ou la 7e République, mais même dans le projet du Parti socialiste dont j'étais le coordonnateur, on a une réforme qui est une réforme parlementaire. D'ailleurs, on retire le pouvoir de dissolution au président de la République. Il nomme plus un certain nombre d'emplois, il ne préside plus le Conseil des ministres, et donc effectivement, on est dans un régime, Dominique Rousseau a dit comme ça, primo-ministériel, évidemment, avec un Premier ministre qui est issu de la majorité. Mais aujourd'hui, moi j'ai une haute conscience, et les socialistes ont une haute conscience, que comme partout dans le monde, le combat pour la justice sociale, contre les dérèglements environnementaux et démocratiques sont totalement liés. Et que, vous l'avez vu dans la Covid, quel est le meilleur régime? Les démocraties libérales ou le régime chinois pour gérer la Covid? Et toutes ces questions-là, elles vont se poser. Et si notre démocratie suscite le désintérêt, la méfiance, voire l'hostilité de celles et ceux qui sont censés représenter, on n'y arrivera pas et ça ne marchera plus. Donc voilà, du passif naît le progrès. J'en profite quand même pour rester avec vous, non pas pour vous interroger sur le passé, mais puisqu'on a remarqué que dans le programme de la NUPES, il n'y avait pas le fameux mode d'emploi que LFI avait élaboré. Est-ce que du côté du PS, ou en tout cas en votre nom et au nom des députés socialistes, est-ce que cette idée d'une constituante, qui a été évoquée à plusieurs reprises, ça vous paraît bien, ou est-ce que vous privilégiez d'autres voies, par exemple? Je dois dire que c'est compliqué d'aller à une constituante en disant déjà ce qu'on veut. Et d'une certaine manière, on sait ce qu'on veut comme régime. Or, la constituante, veut dire, c'est un peu comme ce qui s'est passé au Chili. Elle peut, une fois qu'elle est soumise aux citoyens, décider autre chose. Évidemment, on a parlé de l'élection présidentielle. Je pense que l'élection présidentielle est le moment où nous formulons la proposition d'un changement de république, de régime, de pratique, comme condition d'un changement de société. Voilà, moi je crois que ce moment-là est important. Mais le processus de constituante me laisse parfois un peu circonspect. On a évoqué le modèle chilien, qui est intéressant. Hein. Moi, je suis prêt à y réfléchir. D'ailleurs, c'est l'objet de notre groupe de travail transpartisan. J'avais beaucoup regardé le modèle islandais, qui a abouti finalement à la même déception. Donc, la question du processus...
elle est posée. La Convention citoyenne sur le climat, elle était assez intéressante, mais il y avait d'abord, il y a eu un élément de déception quand ça s'est traduit en acte législatif. Puis il y avait 2 éléments de discussion qui étaient intéressants avec ceux qui la constituaient. D'abord, un certain nombre d'entre eux ne voulaient pas apparaître et dire qui ils étaient, de peur d'être soumis à des groupes de pression. Et n'oublions pas que les élus, en tout cas théoriquement, rendent compte de risques de conflits d'intérêts et sont soumis à des obligations de transparence. Et puis la deuxième chose, c'est qu'ils avaient beaucoup bossé, ils avaient très bien bossé, mais ils préféraient que ça passe devant le Parlement plutôt que par référendum, de peur d'être déjugés par les Français dans un certain nombre de leurs propositions. Bon, et puis nous, évidemment, comme on était très minoritaires dans l'hémicycle, nous n'avons pas pu faire passer toutes les propositions qu'en réalité on aurait pu reprendre à notre compte, mais que le gouvernement n'a pas repris à son compte. Raquel, je crois que vous vouliez réagir et on fera tourner la parole ensuite. Oui, sur la question du programme constitutionnel. Je pense qu'aucun des partis de la Ve République n'est formaté programmatiquement pour présenter une liste à une élection constituante. Les programmes, même un programme très abouti comme les 600 mesures du programme, de la NUPES, et je ne parle même pas des autres partis parce qu'ils n'ont pas du tout des programmes aussi précis, n'arbitrent pas un tas de questions qui sont très très importantes. Par exemple, faut-il encore un président de la République ? Il me semble que ce n'est pas possible de se présenter, dans l'hypothèse où s'il y avait une assemblée constituante et on devait présenter des listes pour y concourir, on ne peut pas y aller juste en disant je ne sais pas ce que je vais dire. Il faut un principe de responsabilité. Donc il faut bien dire, moi, si vous m'envoyez à la constituante, voilà ce que je vais défendre. Bon, moi, Raquel Garrido, je vais défendre qu'il n'y ait plus de président de la République du tout. Bon, mais si quelqu'un, un insoumis, lui, pense qu'il faut absolument qu'il y ait un président de la République, on ne pourra pas être sur la même liste, en fait. Donc, il y a un moment donné où ces débats-là, il va falloir qu'ils s'affinent davantage. Et clairement, ce que disait Jérémy Yordanov, je le ressens aussi dans les débats auxquels je participe un peu partout en France sur ces sujets. Comment dire ? Un tien vaut mieux que 2 tu l'auras, quoi. Donc, on ne peut pas non plus présumer que le saut dans le vide va en lui-même générer une aspiration en disant on va aller dans l'inconnu, allez, venez tous, on va dans l'inconnu. Non, il faut quand même dire un petit peu ce qu'on veut, même si on ne va pas tout écrire. Et là-dessus, je suis d'accord avec ce que disait Bastien François sur cette idée d'écrire de A à Z une nouvelle constitution. Mais par exemple, nous, il ressort, et je parle sous le contrôle de Jérémy Yordanov qui a mené ces auditions avec moi. Pour l'instant, on a fait 12 heures d'audition, et pour moi, il apparaît assez nettement que la démocratie qui pourrait être en 6e République, ce serait une sorte déjà de mixte. Alors bien sûr, il faut réaffirmer le pouvoir parlementaire, ça c'est bon, on va dire que ça va de soi, dans ce conflit avec l'exécutif qui est très très évident, mais ça ne suffit pas. Et là-dessus, Dominique Rousseau nous a quand même tout à l'heure tendu une perche sur la question du rôle des citoyens, auquel pour l'instant on n'a pas répondu, parce qu'on est un peu focalisé sur le rôle du parlementaire par rapport à celui d'exécutif, qui est un défaut des élus, qui est de souvent limiter les débats démocratiques à la ventilation du pouvoir au sein des élus. Mais ça ne concerne pas le grand nombre. Le grand nombre, il se pose la question de quel est son pouvoir propre. Donc, je disais tout à l'heure, droit de révoquer les élus, par exemple, mais pas seulement ça. Et la démocratie directe, le référendum, dans quelle mesure, avec quelle modalité, pour quelle fonctionnalité. Et puis, il y a une troisième figure qui semble émerger quand même, c'est ce qu'on appellerait la démocratie délibérative, avec ces conventions citoyennes qui préparent des questions, qui vont jusqu'au bout, avec des personnes tirées au sort. Bon. Donc, en fait, pour moi, on s'achemine vers ça, dans une sorte de mix entre ces trois choses, dont il faut ensuite calibrer. Pour cette finalité-là, il vaut mieux ce type d'organisation. Pour cette finalité-là, il faut mieux celle-ci, il faut un mix de ça. Mais il faut le dire. Il faut dire que nous, on sera parlementariste avec de la démocratie directe et avec de la démocratie délibérative. Et par exemple, sur la question du référendum, mais j'invente là, je n'invente strictement rien, ça a déjà été dit. Mais l'idée, par exemple, que des référendums d'initiative citoyenne puissent être préparés par des conventions citoyennes qui affinent la question. Par exemple, c'est très intéressant comme mix entre les deux types de démocratie. Ça, c'est intéressant. Mais à ce stade, c'est vrai que pour aller vers ça, il faut commencer, à mon avis, par ce qui est le plus concernant. Et le plus concernant, parce qu'on voit qu'il y a une bataille de récits. Le président de la République, il l'a dit là, dans la réunion Saint-Denis, en format Saint-Denis, qui est déjà un format qu'on ne devrait même pas accepter. D'accord, qui est monarchique. C'est un peu comme les États généraux. Bon. Ensuite, il convoque tout le monde dans le format Saint-Denis et il dit « J'ai une proposition, on va parler élargir le champ de l'article 11 ».
Mais pourquoi? Parce que les Français demandent des référendums, donc il faut qu'on ait plus de possibilités de faire des référendums. Donc vous voyez la ruse, c'est-à-dire en faisant semblant de donner plus de pouvoir aux Français de se prononcer par référendum, en réalité ils donnent plus de pouvoir à qui? Au président. Puisqu'il s'agit de changer l'article 11 qui définit les pouvoirs du président. Donc il dit on va élargir le champ, donc on élargit le pouvoir du président. Et c'est tout à l'avenant. Donc il faut que nous là-dessus, on commence par être très clair en disant ok, il y a un problème, ça je l'ai dit et je le répète, je terminerai là-dessus. Le président de la République, il faut lui ôter ses pouvoirs. Il faut lui ôter ses pouvoirs. Vous voulez quand même un roi nu? Allez, gardez votre roi nu. Moi, je pense que ça sert à rien de garder un roi nu parce que quand vous avez 65 ans d'expérience derrière d'une monarchie présidentielle, c'est pas vrai que vous allez dire aux gens « Ah, vous allez gagner un nouveau droit, c'est le droit de ne pas élire le président. » Je ne vois pas qui va considérer ça comme une avancée de pouvoir. Vraiment pas. L'élection présidentielle, c'est le seul moment où les gens ont l'impression de toucher du doigt le pouvoir. Ils sont pas pour la monarchie, mais si on te dit bah, tu as le droit de décider qui est le monarque, bah, tu vas à la discussion. Bon. Après, nous, on va arriver à la gauche et on va dire ah, bah voilà, maintenant, tu as le droit de ne plus désigner le monarque. Ça n'a pas de sens. Bon, pour moi, ça n'a pas de sens tout ça. Donc, il faut quand même commencer à forger une doctrine sur la question du président. Voilà. Il y a un tas de pays européens où, effectivement, il y a des présidents qui inaugurent des chrysanthèmes, qui ont cette figure très limitée, etc. Ça existe, bien sûr, ça existe. Est-ce que ça peut exister en France? C'est une question qu'il faut poser aux Français, en fait. Et c'est pour ça, et je termine là-dessus, pardon, cette fois, vraiment, je termine. On a entamé une phase 2 du groupe de travail là, sur des auditions parlementaires. Là, ça s'appelle les auditions populaires. Là, on descend sur le terrain. Donc tous les parlementaires, là, les 150 députés de la NUPES, et même on pourrait envisager de le faire ailleurs qu'avec la NUPES, je veux dire, c'est pas un problème, sont invités à organiser chez eux, dans leur circonscription, des moments de délibération autour de ces sujets-là. Petits, moyens, grands, format meeting s'ils y tiennent, plutôt format ruche, nous on préférerait ça. On se pose des questions. Est-ce qu'il faut que le vote-banc puisse annuler une élection? Est-ce qu'il faut encore un président de la République? Quel type de mécanisme pourrait garantir la primauté du droit environnemental et des droits finalement à la vie, à protéger l'écosystème qui permet la vie humaine sur les comportements humains qui mettent en cause cet écosystème-là? Tout un tas de sujets qui sont passionnants, qu'il faut mettre en délibération parce qu'au bout du bout, il faut que ce soit une aspiration et une volonté générale. Et comme ça, quel que soit le candidat ou la candidate, là, on pourra être sûr qu'il le fera ou elle le fera. Parce que sinon confère Mitterrand quand même. Alors, on va continuer avec Sophie Taillé-Polian qui voulait réagir. Et j'annonce que ce sera avec vous deux donc, les dernières prises de parole, car on va bientôt clore la table ronde avant la conclusion d'Edoui Plenel. Sophie Taillé-Polian. Oui, merci beaucoup. Je voudrais élargir un peu la focale, parce que là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la Constitution, et je pense aussi qu'il y a une désaffection du citoyen vis-à-vis des élections et du processus purement électoral et donc l'organisation des pouvoirs, etc. C'est quand même, il y a un petit sentiment que le pouvoir politique n'a plus les clés. Et ça, il faut quand même qu'on en parle. Il faut quand même que dans le débat sur la Constitution, on pose le cadre de ce qui est aujourd'hui possible d'organiser pour un État, avec, comme Boris le disait tout à l'heure, des multinationales qui ont des budgets supérieurs aux États. Il faut quand même qu'on pose le cadre d'un retrait du pouvoir politique au profit du pouvoir économique, avec des modifications substantielles autorisées même par le politique lui-même. On a laissé les banques centrales, on a laissé plein de choses qui étaient jusqu'à présent soumis aux politiques, et à cause des politiques néolibérales et de cette vision que finalement le politique était plus dangereux qu'autre chose, on s'est dessaisi d'un certain nombre de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se disent de toute manière on ne peut plus rien faire. Parce qu'il y a tellement de choses autour que les politiques, ils ont plus vraiment de pouvoir. Tout ça, c'est un cirque. Tout ça, c'est un théâtre. Donc d'abord, il faut aussi quand même que dans cette conversation que Raquel, ce débat appelle de ses voeux, on ait aussi ce débat-là de comment on va reconquérir un certain nombre d'espaces où le politique a perdu du terrain. Et c'était pas par hasard, c'était un projet politique finalement de dessaisissement de la démocratie par rapport aux forces économiques. Et je rebondis sur ce qui a été dit sur faut que ça concerne les gens, que ce soit concernant.
Et je pense que bien sûr, si on propose des choses qui permettent aux citoyens, aux citoyennes d'intervenir plus fréquemment que pendant les élections et juste par délégation, qui puissent intervenir directement, avoir des initiatives, bien sûr, ça participe de ça. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas qu'on rate le débat de ce qui va concerner les gens aussi dans leur vie quotidienne. Et je pense à la République sociale et aux droits des salariés. Et comment est-ce que on redonne du pouvoir aux salariés dans l'entreprise. Il y a quand même une partie des problématiques de notre société qui se font dans les entreprises. Aujourd'hui, face à l'inflation, monsieur Bruno demande, le maire, il appelle les grands groupes pour savoir ce qu'il peut faire, hein, ce qu'il pourra trouver ou pas. La place des salariés dans les entreprises, dans les conseils d'administration, leur pouvoir, leur capacité de contrôle, leur capacité d'initiative aussi, elle doit être, elle va pas forcément être dans la Constitution, mais elle doit être au cœur du débat de la reprise en main démocratique. Et puis aussi, ça a été un petit peu dit, la question locale. Moi, je suis une ancienne sénatrice. Alors, quand j'étais sénatrice, il ne fallait pas que je dise du mal des maires, parce que les maires, c'est quand même... voilà. Donc, mais je le dis quand même. Aujourd'hui, on a un modèle qui, en cascade, est fondé sur le président, la présidente, mais enfin plus souvent le président de la République, le président de la région, le président du conseil départemental, le maire. On est quand même avec des petites cinquièmes à tous les étages, hein. Donc comment on fait pour que aussi toute cette participation citoyenne du bas, d'en haut, de tous les côtés, etc., elle soit aussi au niveau local. C'est vrai que le maire, c'est la dernière personne politique, l'élu en qui les gens ont le plus confiance, mais quand même on sait aussi que plus de délibération au local, c'est aussi une école d'apprentissage de la délibération. Il faut qu'on retrouve le goût de la délibération et faire une 6e République, c'est aussi réapprendre à faire République ensemble, même si on n'est pas d'accord sur le projet de société. Ça, c'est un sacré défi dans un moment politique où il y a tant de conflictualité, avec des vraies raisons pour que cette conflictualité existe, mais où il faut qu'on fasse République ensemble. Jérémy Yordanov, je vous laisse le mot de la fin, à la fois pour réagir et puis peut-être pour revenir sur la tension qui est apparue entre le fait qu'on implique la population dans l'écriture de cette constitution, en se prémunissant de critiques comme quoi ça va être le chaos, le désordre, ce que vous avez vous-même mentionné. Donc je vous laisse peut-être conclure sur cet aspect-là. Merci. Alors, d'abord pour dire que les constituantes, des fois ne fonctionnent pas, mais enfin des fois elles fonctionnent. Pour la 4e République, il y en a eu 2. La première n'a pas fonctionné. La deuxième a produit un texte qui a été adopté par référendum. L'exemple chilien, chacun tirera ses conclusions, mais je pense qu'il y a un défaut quand même important, c'est que le corps électoral qui envoie les délégués dans la constituante n'est pas le même que le corps électoral qui ratifie la Constitution, puisque le vote obligatoire a été appliqué sur le 2e scrutin et pas sur le premier. Et ça, c'est un premier écueil qu'il faudra éviter. Et le deuxième, c'est qu'à mon avis, je l'ai dit tout à l'heure, on a une fenêtre de temps qui peut être courte. Parce que des crises peuvent arriver et les gens peuvent se dire le sujet du moment, c'est pas celui-là, etc. Donc quand on a une fenêtre, il faut s'en servir. Et je pense que dans un temps de 6 ou 7 mois, il faut que l'ensemble du processus puisse aboutir. Maintenant, je voudrais revenir sur ce qu'il faut mettre en débat et peut-être des pistes d'amélioration, ce que doit dire la Constitution. Évidemment, Constitution, ça a été dit, c'est une culture, c'est une limitation des pouvoirs. Il faut expliquer pourquoi c'est nécessaire. Et puis, il faut dire ce qu'il n'y a pas dans les constitutions et dans les théories constitutionnelles qu'on a eues, qui sont nées au XVIIIe siècle. C'est la question, par exemple, environnementale, qui n'était pas du tout présente chez les théoriciens. Et en fait, on a un problème avec l'élection. C'est que l'élection envoie des représentants qui doivent rendre compte de leur mandat dans un temps très court. Et pour répondre aux difficultés du temps long, la priorité environnementale n'est jamais prioritaire en réalité quand on veut rendre compte de son mandat et faire le bilan de son action. Et donc c'est pour ça que je pense que la proposition d'avoir une chambre du futur, une 3e chambre, qui moi je l'imagine plutôt comme un conseil, c'est-à-dire qui n'est pas le dernier mot, mais qui puisse regarder l'ensemble des textes au vu d'objectifs de long terme et avec des élus qui ne sont pas réélus, ce sont des mandats uniques, assez longs, comme un ancien Sénat par exemple. Je pense que la question du temps long, en tout cas, doit être posée dans la Constitution. La place du citoyen, ça a été dit, il faut l'imaginer.
Aujourd'hui, les citoyens ne peuvent pas être convoqués tous les 5 ans pour élire le président de la République qui va faire tout ce qu'il veut pendant 5 ans et être à l'écart des décisions. Mais le citoyen n'a pas forcément le même rôle que le représentant, parce qu'il ne répond pas aux mêmes règles il ne va pas rendre des comptes, il n'a pas forcément les règles de transparence, il y a des lobbies qui peuvent intervenir, donc il n'a pas forcément exactement la même place. Mais il faut poser cette question-là. Il y a la question de la délibération. La délibération, longtemps, elle s'est cantonnée aux espaces institutionnels. L'Assemblée nationale, le Sénat et les exécutifs locaux. La délibération, aujourd'hui, elle est à l'extérieur. Il y a les conventions citoyennes, et puis le débat est beaucoup plus largement dans la société, je pense, qu'au début des constitutions libérales modernes. Il y a la question de l'équilibre des pouvoirs et du contrôle. C'est la question du contrôle. Est-ce que les élus, est-ce que les citoyens peuvent contrôler leurs représentants ? Aujourd'hui, on n'a pas cette possibilité-là. Ça a été dit tout à l'heure par Raquel, le président de la République est irresponsable de son action, et pourtant c'est lui qui est le chef du gouvernement. Il n'est même plus l'arbitre, comme le dit l'article 5 de la Constitution, il est le chef d'une majorité et il n'est pas contrôlé, contrairement à ce que devrait être un chef d'exécutif, le gouvernement en l'occurrence. Il y a la question de l'information. Je pense qu'une démocratie moderne ne peut pas faire l'impasse dans sa Constitution de réfléchir à comment circule l'information dans la société. Et je pense que les attaques y compris de pays étrangers contre la France, contre à un moment donné les États-Unis, je parle de la Russie, pour déstabiliser une démocratie à des fins d'hégémonie géopolitique, il y a besoin de l'information. Et donc cette information aujourd'hui, elle est, comment dire, la souveraineté nationale, la souveraineté populaire, elle passe aussi par une réflexion sur l'information, comment on la maîtrise dans une société. La question des partis politiques. Complètement évacués du débat français depuis De Gaulle, mais les partis politiques sont définis, leur rôle est défini par exemple dans la Constitution allemande. Les partis politiques, ce n'est rien d'autre que des citoyens qui s'organisent pour défendre des points de vue. Et sans partis politiques, il n'y a pas de démocratie. Et on a toujours à la bouche les citoyens contre les partis. C'est une erreur. Les partis politiques, ce sont des citoyens organisés qui veulent défendre des idées. Et si on ne donne pas un rôle institutionnel aux partis politiques, je pense qu'on a une démocratie qui est un peu amoindrie. Je vais aller très vite. Il y a la question des entreprises, ça a été dit. Il y a les chambres d'agriculture, il ne faut pas les oublier. C'est en France un gros sujet sur le foncier, sur les modèles agricoles, etc. Il n'y a pas de démocratie dans ces zones-là, et c'est important. Et il y a les exécutifs locaux. La démocratie, c'est à tous les échelons. Et il faut aussi apprendre la délibération aux enfants. La République doit apprendre à ses élèves les grands principes constitutionnels, pas besoin de rentrer dans le détail, mais les principes d'équilibre de pouvoir, etc. Et la délibération, il y a des écoles, moi je connais des écoles dans le milieu rural, sur ma circonscription, qui font tous les lundis matins, ils mettent les enfants par terre et ils leur apprennent à délibérer. Et nous n'avons jamais, moi je n'ai jamais dans ma scolarité appris en fait à créer du consensus, à créer une décision dans le collectif, et ça c'est quelque chose de culturel qu'il faut absolument promouvoir. Je vous remercie. Merci. On va s'arrêter là pour vos prises de parole. Merci à tous les trois, tous les quatre, avec Raquel Garrido qui a dû s'absenter. Et voilà, sans plus tarder, pour vraiment conclure cette soirée, juste un petit mot de conclusion d'Edoui. On peut rester là pour ton mot avant de se quitter. Bien, merci à nos 8 intervenants d'avoir bien joué le jeu et bien posé ces questions qui sont essentielles. Je pense que ça a été dit, mais en fait, nous sommes dans un moment de dégénérescence de la question qui a été posée par tous ceux qui ont critiqué le présidentialisme, depuis l'auteur du coup d'État permanent qui n'a pas suivi son propre programme, jusqu'à la Convention de la 6e République. Ce n'est pas l'image, au contraire, d'un État fort, d'un État puissant et d'une France puissante. C'est une France profondément déclinante. C'est une France d'une gangrène profonde, y compris de l'éthique, de l'image de la politique, de l'image du dialogue dans la politique, de la virulence dans la politique qui est amenée par ce système tel qu'il dégénère depuis, pourrait-on dire, la présidence de Nicolas Sarkozy,
l'absence de réplique de la présidence Hollande et au fond cette synthèse que représente le macronisme. Mais au-delà de ça, par rapport à ceux qui ont cette nostalgie prétendue du gaullisme, la France forte, la France qui parle au monde, elle est en train de décrocher du monde dans un moment où en effet la question démocratique est de plus en plus urgente. Tournons nos regards vers l'Afrique, évidemment. Tournons nos regards vers tout ce que nous révélons sur les compromissions françaises par volonté présidentielle et par volonté d'un homme et de son principal collaborateur avec des États autoritaires, voire des dictatures. Tournons nos regards vers l'incapacité française au moment où la France présidait l'Europe. C'est le moment où a été déclenchée l'agression russe contre l'Ukraine. Et c'est le moment où on a vu, loin de ces grands moulinets, un président tâtonnant et un président qui a choisi au fond de faire de la petite politique sans trouver son moment churchillien au moment où une guerre d'agression, une guerre impérialiste faisait retour en Europe. Et puis on pourrait continuer sur ce qui nous concerne, nous les médias. Nous n'avons jamais vu un paysage comme celui-ci qui n'est pas seulement celui de la privatisation, qui est celui d'une profonde dégradation de notre profession, de sa pratique courtisane, de son autocensure, de l'absence de promotion d'informations d'intérêt public. Nous le vivons pratiquement quotidiennement et qui se retrouve enfoui, qui se retrouve tu, qui se retrouve caché. Le poisson pourrit par la tête, un proverbe que j'ai peut-être inventé, qu'on dit chinois ou burkinabé, peu importe. Mais en tout cas, nous sommes dans cette situation-là. Et cela a été dit par beaucoup d'intervenants. Le temps presse. Et le temps presse, c'est évidemment cette échéance de bientôt 3-4 ans, puisqu'au fond, cela va aller très vite. Et il est clair aujourd'hui qu'un pouvoir ayant une idéologie anti-égalitaire, une idéologie de déni de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et de sa Déclaration universelle, un pouvoir mu par l'idéologie de l'inégalité naturelle, de la hiérarchie des origines, de la hiérarchie des couleurs, de la hiérarchie des croyances, de la hiérarchie des sexes et des genres, eh bien, il n'a pas besoin de brutaliser cette Constitution, il n'a pas besoin de brutaliser cette République pour, au fond, avec tout ce qui a été fait là, appliquer cela. Donc la catastrophe, elle n'est pas devant nous, elle n'est pas à venir en 2027. Pour nous, Mediapart, elle est, pour reprendre une formule de Walter Benjamin, elle est déjà là. C'est-à-dire que la catastrophe, c'est que tout continue comme avant. Et donc, de vos échanges, au-delà de ce sentiment d'urgence, j'ai retenu 3 choses. La première, dans l'échange des constitutionnalistes, et certains d'entre eux, je pense à Bastien François et à Dominique Rousseau, ce sont des échanges anciens que nous avons eus, j'ai senti un sentiment, j'allais dire parfois de lassitude, parfois d'épuisement, par rapport à une question qui est posée, qui est développée, documentée et qui, au fond, n'a pas réussi. On a évoqué le tam-tam à devenir la question publique, dans le débat public, central, approprié par le grand nombre et par le grand public. Au point de se dire qu'au fond, cette fétichisation de dire on va passer par une élection et on va faire la 6e République par une élection, eh bien, est une façon peut-être de ne pas aborder la complexité du problème, de croire qu'il y aurait une solution simple à un problème qui contient beaucoup bien d'autres par rapport, ça a été dit, au futur, aux enjeux climatiques, aux toutes les urgences qui nous arrivent. Et donc ce sentiment dans la première table ronde c'était très bien par rapport à l'organisation de ce débat, car c'était une forme de passage de témoin à la deuxième, en disant oui, nous on a posé les questions, mais vous les politiques, qu'allez-vous faire ? Et là, j'ai trouvé que dans la deuxième a émergé, y compris dans vos regards critiques, voire autocritiques, Raquel Garrido a dû partir pour d'autres obligations, la question de ce piège terrifiant, de se dire, mais au fond, oui, on est tous arrivés, toutes les forces de gauche, à dire qu'il faut sortir de la Ve République. Mais en même temps, on est obligé d'en passer par le piège de la Ve République pour en sortir. Et c'est un poison. Et c'est un poison. D'ailleurs, parlons les choses franchement, la France insoumise, une des composantes de la NUPES, le vit.
à mots couverts, c'est ce qui a été dit par Raquel Garrido, la personnalisation, le pouvoir d'un seul, le crédit d'un seul, avec toutes les conséquences que ça peut créer, phénomène de cours, phénomène de suivisme et absence de pédagogie démocratique. Et de ce point de vue, je le rappelle pour en avoir été le témoin et l'apporteur de mauvaises nouvelles, le laboratoire pour les gauches, c'est la longue présidence de François Mitterrand, la plus longue présidence de notre histoire républicaine, 14 ans. Vous avez cité la question du pouvoir de nomination, l'immense pouvoir de nomination, et c'est Paul Aliès qui avait documenté ça, en pleine affaire Greenpeace de l'été 85, en prévision de la cohabitation qui allait arriver en 86. Début août, eh bien, c'est fait par François Mitterrand une décision autoritaire qui démultiplie le pouvoir de clientélisme du président de la République, là où dans la tradition gaulliste, c'était au fond les postes régaliens essentiels, et il y avait une marge de manœuvre du gouvernement par rapport à tout ça. C'en était fini. Ce qui se passe aujourd'hui et qui n'a pas arrêté de se développer dans tous les secteurs de la société, la culture, l'économie, etc. Ce pouvoir immense de clientèle du président a commencé là. Et donc ça nous amène du coup dans la critique de ce piège, puisque vous êtes tous élus, vous êtes tous à vous poser légitimement la question de comment on va passer le cap des européennes, puis ensuite se fixer le cap de la présidentielle. Et évidemment, la présidentielle, c'est le choix d'une personne. Et c'est un piège. C'est un piège. C'est pour ça que je citais ce cri du cœur, ce remords de Ledru-Rollin en introduction. Et là, ça m'amène à dire qu'au fond de vos débats, j'entends une double exigence. Une double exigence qui est que pour promettre et convaincre que l'on va vraiment sortir de ce piège mortifère pour nos idéaux communs, eh bien, il faut avoir déjà une culture démocratique. Il faut avoir une culture démocratique dans sa propre pratique politique. Il faut aborder les questions d'éthique en politique. Il ne faut plus être silencieux sur les questions de corruption. Il faut le dire franchement, nous, à Mediapart, on est sidérés de voir le grand silence, pas seulement médiatique, mais politique, face à un immense scandale, qui est un scandale de la Ve République, qui est l'affaire Sarkozy-Kadhafi, avec tout ce qu'elle signifie comme relais, comme puissance, comme pouvoir, avec un procès qui va être d'une longueur immense de 4 à 5 mois en 2025. On ne peut pas dire que ce soit un sujet politique. On ne peut pas dire que nos alertes soient relayées dans le discours politique. Elles sont laissées au débat des citoyens, donc du coup avec la possibilité d'une rancœur, d'un ressentiment, tous pourris, etc. Elles ne sont pas politisées, y compris par vos forces politiques, alors que ces questions d'éthique, ces questions de probité, ces questions d'une politique qui rende des comptes, d'une politique qui ne soit pas une politique d'élus professionnels, qui soit une politique qui essaye de mobiliser des citoyens. Et votre éloge des partis est bien vu, mais les partis, ce ne sont pas des partis d'élus, de collaborateurs d'élus et de futurs élus. Il faut aussi des partis qui s'ouvrent, des partis qui recrutent, des partis qui acceptent le débat de la société, qui acceptent d'être bousculés par la société et qui ne soient pas dans un entre-soi. Donc, premièrement, cette exigence, s'il faut du tam-tam, c'est pas seulement un slogan autour d'une nouvelle république et de la nécessité de sortir de celle-ci, c'est aussi le tam-tam de la vertu, de l'exemple démocratique, de l'exemple de la culture, de la pratique démocratique, y compris dans les rapports intrapersonnels, dans les virulences intrapersonnelles entre forces politiques qui sont du même bord, qui, pour notre part, nous sidèrent et nous désolent. Et puis, le deuxième exigence que vous incarnez d'une certaine manière, c'est la dynamique unitaire. Comment convaincre les gens ? Eh bien, en étant rassemblés, en étant vraiment rassemblés. Et je ne vais pas faire un dessin sur toutes les polémiques secondaires qui, aujourd'hui, ruinent une dynamique unitaire qui donne de la confiance, qui donne de la force, qui permettent de se dire qu'il y a un objectif. Parce que cette question qui paraît institutionnelle, constitutionnelle, très politique, justement, c'est une question grand public. Ce qui nous a frappé sur cette double présidence Macron, c'est combien nous avons eu d'immenses mouvements sociaux qui ont porté la question démocratique. Et pas forcément avec l'appui des forces politiques. Le mouvement des Gilets jaunes, qui est parti de la vie chère,
débouche sur la question démocratique. Et y compris, il comprend bien que c'est tout en haut. Macron, on est là, qu'ils viennent me chercher, ben on va te chercher. Ils ont compris. Et d'une certaine manière, on les a laissés seuls à leur colère et d'une certaine manière à leur défaite, étant donné l'immense violence qu'ils ont subie. Deuxièmement, de manière répétée, le mouvement des quartiers populaires est aussi une question démocratique, parce qu'il pose la question de l'égalité. Il pose la question des hiérarchies dans notre société profonde, des hiérarchies sociales, des distances qui se créent. Et on le voit bien, nous avons publié des reportages récemment par un grand reporter qui est normalement dans les Émirats et qui est l'enfant d'un exilé irakien, Ferhat Alani, et qui a traité tout ce qui est arrivé en Irak et qui se trouvait être là. Pourquoi ? Parce qu'il a grandi comme exilé. Son père était un opposant à la dictature de Saddam Hussein. Il a grandi à Pablo Picasso, à Nanterre, et il raconte bien les pratiques de solidarité, justement, par le peuple lui-même, et qui sont déniées par des discours d'en haut. Et puis enfin, évidemment, le mouvement, ça l'a été dit, le mouvement des retraites et le 49-3, qui n'est pas, comme l'a dit Paul Aliès, tout le monde l'a compris, le nom d'un calibre, mais une façon d'assassiner le débat politique, le débat démocratique, l'échange, etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Et pour moi, c'est ce que je voudrais transmettre de notre part. Nous, notre métier, c'est les misères du présent, comme disait Charles Péguy, mais ces misères du présent, comment on y échappe ? Avec un imaginaire. Certes des programmes, certes des propositions, mais aussi des représentants pour les porter. Mais il faut un imaginaire. Il faut un imaginaire qui nous porte. Et nous ne résisterons pas à ce qui est là et qui est très fort et qui est en embuscade avec évidemment l'extrême droite, sans un imaginaire rassembleur. Et cet imaginaire, et c'est la question que pose la question démocratique, c'est l'imaginaire de l'égalité. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Et quand on dit que le temps presse et qu'il y a péril en la demeure, c'est que font retour nos ennemis de toujours, les tenants de l'inégalité naturelle. Et cela joue sur toutes les questions. Ça joue sur les questions des droits des femmes, ça joue sur les questions des droits des LGBT, ça joue sur les questions des personnes racisées, ça joue sur les hiérarchies sociales, ça joue sur, évidemment, les questions des partages de la richesse, puisque, évidemment, ce pouvoir faible est aussi un pouvoir, cela a été dit, totalement soumis à des intérêts extérieurs. L'État est plus faible qu'avant sous son côté fort dans son recours à la répression et à la police. C'est un État où des intérêts extérieurs à l'intérêt public sont chez eux, ont les droits d'intervention, ont les droits de privilèges, ont les droits de raccourcis, ont les faveurs, au fond, qui leur permettent d'exister. Et donc, c'est cette question démocratique qui, pour moi, est au cœur de ce sujet et qui devrait être, au fond, l'imaginaire commun et de ce point de vue, dépasser toutes les calculs, toutes les questions un petit peu liées à des questions, justement, de personnes, car le système de la Ve République est contagieux et il crée beaucoup de personnalisation et de vision personnelle de tout ça. Et je pense que la question, c'est comment arriver à mobiliser la société dans toutes ses dimensions, dans tous ses milieux d'origine, ses milieux sociaux, ses milieux culturels, autour de cette question. C'est en dépassant le simple débat institutionnel, en disant au cœur de ça, il y a comment on rend la République à tout le monde, une République authentiquement démocratique et sociale. Je vous remercie.